Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Secret de scénariste, saison 3, épisode 2. Nous sommes dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est le syndicat qui représente près de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir en profondeur la réalité du métier de scénariste. En bref, une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la fabrication des films et des séries. Aujourd'hui, nous recevons Marc Cressman, scénariste, directeur de collection et producteur artistique. On lui doit de nombreuses séries diffusées en prime time à la télévision française, la dernière en date étant Munch, la saison 3, qui rassemble près de 5 millions de téléspectateurs sur TF1. Faut que je trouve un moyen pour coincer ce salopard. Ça me semble impossible. Impossible n'est pas Munch. Qu'est-ce qu'on fait alors? Munch. Quel niveau? 3. Munch, nouvelle saison inédite, jeudi prochain à 21h05 sur TF1. Bonjour Marc, et Bonjour. merci d'être venu nous voir à la Guilde française des scénaristes. On est très content de te recevoir puisque tu es quand même un scénariste qui a beaucoup travaillé sur des séries en prime time en France. Et de plus, tu es membre de la Guilde depuis quelques années déjà. Est-ce que tu peux nous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi il est important pour toi de faire partie d'un syndicat comme la Guilde ? Alors c'est vrai que j'étais en fait depuis le tout début et il paraît même que j'étais le premier à verser ma cotisation. Ah. Donc voilà. Et avant j'étais au Club des auteurs et il y a eu une fusion entre le Club des auteurs et l'Union Guilde des scénaristes, l'UGS. Et ça me paraît évident en fait d'être adhérent au seul syndicat de scénaristes français pour faire valoir nos droits, pour faire parler notre métier, pour être une voix qui compte. Et je suis bien placé pour savoir que le scénariste doit être placé au cœur de toute la création audiovisuelle, fiction, animation et cinéma. Donc c'était tout à fait naturel et j'ai fait partie du conseil pendant 2 ans, il y a déjà quelques années, et je continue. Alors avant d'entrer vraiment dans l'écriture à proprement parler, est-ce qu'on peut déjà revenir sur ton parcours et est-ce que tu peux nous dire si tu as suivi une formation particulière, est-ce que tu as fait une école pour devenir scénariste ? Alors mon parcours il a été un petit peu bigarré, toujours porté par l'écriture. J'ai toujours été un fan de séries, de cinéma, de médias en général, et j'ai commencé par la pub parce que j'étais vraiment un fan de la publicité. Donc ça c'était fin des années 80, début années 90. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon métier parce que ça demandait des compétences très commerciales, que moi je voulais vraiment écrire. Et j'ai appris à travers la publicité, en étant concepteur-rédacteur, j'ai appris les slogans, la formule, ça c'était des choses intéressantes. Mais j'avais vraiment envie d'écrire. Après je me suis tourné vers le journalisme. Et j'ai été pigiste pendant quelques années. Presse écrite, presse internet. En parallèle, j'ai fait des lectures de scénarios. Et l'envie d'écrire est venue petit à petit. D'abord, j'ai voulu écrire plutôt pour le cinéma. J'ai écrit 2 longs métrages qui ont été plutôt des cartes de visite. C'est-à-dire on peut appeler ça des projets on-spec, c'est ça ? Oui, un scénario de long métrage. Sans production derrière. Sans production, sans rien. Donc juste, voilà, regardez ce que je suis capable d'écrire. J'avais envie de le faire. J'ai fait une petite formation qui était au CEFPF, qui était réécrire un scénario. Ouais. Où c'était bien. On était un peu en atelier avec, on était, je crois, 6 à peu près. Et on est sorti, nos scénarios que j'ai fait lire et le scénario que j'avais écrit n'a pas vu le jour, comme beaucoup de scénarios en spec, sans producteur, sans connaître personne. Mais ça a été une carte de visite et j'ai décroché un job comme ça, notamment. C'est-à-dire je l'ai fait lire à une directrice littéraire qui fait partie de la Guilde, qui s'appelle Laure de Colbert, qui cherchait des auteurs pour une série quotidienne. C'était en 2006. Elle a lu le scénario. Elle a trouvé certains éléments très bien. Il y avait de la comédie, c'était une comédie. Et à partir de ce scénario, j'étais engagé sur ce projet de série quotidienne qui s'appelait 5 sœurs. Et ça a commencé en 2006. On a vraiment commencé à écrire en 2007 et c'était un de mes premiers contrats en tant que scénariste en fiction.
Et c'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise lors de ces premières expériences d'écriture, que tu as retenue, qui t'a servi? Alors, j'ai envie de dire, il y a eu plusieurs expériences. J'ai commencé, j'ai fait un peu d'animation avant. Alors ça, c'était vraiment apprendre à écrire un genre que je ne connaissais pas du tout. Donc ça, c'était une expérience humaine intéressante. La deuxième expérience de travailler en atelier sur des séries quotidiennes, c'était de travailler en fonction de contraintes assez, pas compliquées, mais il fallait tourner pour un décor, il fallait le tourner sur 4 jours, sur 4 séquences au moins, pour qu'il soit rentabilisé. Des choses un petit peu techniques, un peu industrielles. Et donc ça m'a aidé plus tard. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler sur des séries de 52 minutes de prime time, là j'ai appris qu'il fallait être un peu plus organique et être moins dans la technique décor, voilà, qu'il fallait raconter un peu, être un peu plus ample et moins technique. Toutes les expériences sont bonnes en fait, toutes les séries sont différentes, tous les directeurs de collection peuvent aussi être différents, peuvent apporter plein de choses. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Si, mais alors justement, là tu vois, tu viens de dire que tu parles de directeur de collection. Oui. Toi, tu es directeur de collection. Oui. Alors, on connaît très bien, évidemment, ce que c'est qu'un scénariste, mais directeur de collection, peut-être un peu moins. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Et pareil, tu es aussi producteur artistique. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ces deux postes? Alors, la direction de collection, j'ai commencé à la faire quand j'ai repris la série Candice Renoir. C'était il y a 4 ans à peu près. C'était à la fois reprendre la direction de collection et la production artistique. C'est donc ce qu'on peut finalement résumer comme showrunner. J'ai repris ça sans avoir d'expérience en direction de collection ni en production artistique. Du coup, on a travaillé en binôme la première saison avec Agathe Robillard, qui avait une expérience de direction littéraire, de direction de collection. La direction de collection, c'est le chef scénariste, quelque part. C'est celui qui va avoir la responsabilité de l'écriture d'une série, d'une saison. C'est ce qu'on appelle le head writer, c'est ça? C'est ce qu'on appelle head writer, voilà. Absolument. Et alors du coup, producteur artistique, quelle est la différence? Alors, producteur artistique, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire être responsable, être impliqué dans toutes les étapes de la fabrication de la série, que ce soit à partir de la prépa jusqu'à la post-production. Donc le métier de showrunner, il y a la partie directeur de collection, qui est l'écriture. Ensuite, il y a la prépa, avec les réalisateurs, le casting, le choix des décors. Ensuite, il y a le tournage, où il faut être là, pas tout le temps, mais il faut être assez présent. Et ensuite, la post-production, c'est-à-dire le montage, le mixage, le choix des musiques. Voilà. Ça, c'est le producteur artistique, il est responsable de toute la partie, finalement, production, comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'un bon producteur de série pour toi? Ah, bonne question. Je pense que c'est quelqu'un qui sait réunir les talents, que ce soit les auteurs, les réalisateurs, le casting. C'est quelqu'un qui n'est pas un scénariste frustré, qui va pas trop s'immiscer dans l'écriture, mais qui va quand même avoir un point de vue qui nous permet à nous, auteurs, directeurs de collection ou scénaristes, d'avoir un point de vue extérieur, mais qui a un rapport avec le texte. Et c'est quelqu'un qui aime, pour moi, un bon producteur, c'est pas quelqu'un qui sait vendre, mais qui aussi aime fabriquer. Donc qu'il soit vraiment impliqué dans le processus. Dans le processus. Que ce soit pas juste faire du contenu pour vendre à Netflix, France Télé, pour faire du chiffre. C'est quelqu'un qui est un artiste aussi, quelque part. Mais qui laisse aussi quand même une marge de manœuvre au scénariste, tout en ayant son point de vue
qu'il doit partager à Oui, l'équipe. parce qu'il a son point de vue et puis c'est lui qui est en rapport avec la chaîne, c'est lui qui a aussi de l'expérience, qui peut dire bon voilà ça marche pas, ça va coûter trop cher, Ouais. ça c'est on peut le faire mais ça risque d'être raté. Moi j'ai eu la chance avec Caroline Lassa sur Candice Renoir d'avoir quelqu'un qui vraiment avait beaucoup travaillé en amont sur la production, qui avait fait de la régie, qui sait faire un plan de travail, donc qui connaît de quoi elle parle. C'est pour moi, le producteur idéal, c'est quelqu'un qui sait fabriquer et qui aime ça. On dit souvent que les scénaristes, c'est des gens angoissés. Est-ce que toi, par exemple, tu es quelqu'un d'angoissé ? Et si oui, à quel moment de ton processus créatif t'es angoissé et comment tu arrives à y faire face ? Ou alors est-ce que t'es pas du tout angoissé, que tu vis ton métier de façon très sereine ? Je suis angoissé, je suis névrosé comme tout scénariste. Tous les scénaristes sont assez différents. Et c'est ce que j'ai vraiment préféré dans la direction de collection. C'est qu'à chaque fois, il faut s'adapter à l'auteur. Il y en a qui sont très angoissés, il y en a qui sont plutôt... qui ont envie de rigoler tout le temps, il y en a qui sont plutôt... qui parlent pas beaucoup. Moi, je sais pas, je peux être... ça dépend, je peux être angoissé quand il y a des délais, quand j'ai pas l'inspiration. J'ai envie de bien faire tout le temps, donc je travaille beaucoup. Et voilà, c'est mon angoisse, mais c'est pas très original. Est-ce que tu prends de la distance avec ton travail quand, par exemple, tu es face à, on va dire, au syndrome de la page blanche ou ce genre de choses, ou est-ce que il y a des jours où ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas, il faut faire autre chose. Ouais. Mais ça peut aussi passer quand on sort de chez soi ou quand on se met à faire la cuisine ou la vaisselle, ça peut aider. Des fois, laisser infuser, c'est bien, ça permet de trouver. Ça passe. Est-ce que c'est une bonne idée de faire lire ce qu'on est en train d'écrire à son entourage quand c'est pas encore terminé, ou c'est justement un frein, ou c'est un danger justement? Je le fais pas trop parce que dans mon entourage il n'y a pas beaucoup de scénaristes, donc je leur fais pas lire. Ouais. Je le fais lire qu'à mes co-auteurs en fait. Ça permet d'avoir à un moment on se dit bon, est-ce que j'écris de la merde, et l'autre te dit un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Mais on peut améliorer. Oui, on peut améliorer. Oui. Ouais. Alors on va rentrer maintenant dans ton processus d'écriture sur les séries en général. En tant que scénariste-producteur, tu diriges et tu collabores avec des scénaristes différents. Comment tu fais pour assurer la meilleure collaboration possible ? Alors, à quel niveau ? Sur l'écriture ? Sur l'écriture, pour, on va dire, essayer de garder une certaine homogénéité de ton quand tu travailles avec plusieurs collaborateurs, un pôle de scénaristes, et que tu es head writer, par exemple, et que que tout le monde amène un petit peu sa patte. Comment tu fais pour garder une certaine cohésion dans l'écriture ? Moi, sur Candice Renoir et sur Munch, je n'ai pas travaillé en atelier d'écriture, donc je faisais à chaque fois par binôme d'auteurs sur un épisode. En termes de choix d'auteur, en fonction de la saison, en fonction de la couleur de la saison, que j'ai envie de raconter une saison plus sur l'amour, sur la famille, je vais choisir des auteurs en fonction de leur sensibilité, de leur sensibilité, de leur expérience, pour avoir le plus de choix possible, pour pas avoir une saison monochrome. D'abord, c'est recruter des auteurs, et ensuite pour leur faire sortir les meilleurs épisodes possibles. Ce qui est bien, en fonction des séries, on peut choisir des gens très différents. On peut se permettre, quand on est par exemple sur Candice Renoir, au bout de la 4e, 5e saison, on peut faire des épisodes un petit peu différents. Donc on peut choisir des gens qui n'ont pas forcément une grande expérience du polar, mais qui vont apporter un univers. Et puis on peut vraiment faire plein de choses différentes. Donc là, le choix des auteurs permet d'avoir mon idée un peu de la saison. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que consiste le rôle de showrunner ? Parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est en France sur les séries.
C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup encore. C'est un métier qui est appelé à se développer. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Le métier de showrunner, c'est deux fonctions. C'est ce qu'on a dit directeur de collection, c'est-à-dire directeur d'écriture, et producteur artistique. Un showrunner, il est forcément un auteur à la base, un scénariste. Parce que c'est lui qui va défendre le texte du début à la fin, de l'écriture à la post-production. C'est lui qui connaît le mieux l'histoire, les personnages, et qui va pouvoir s'assurer que sur une série notamment, que tout soit cohérent, que les arches de la saison soient cohérentes. Il faut savoir que sur une série, il y a plusieurs réalisateurs qui se suivent. Il y a des acteurs aussi qui se suivent, enfin ils sont là, souvent c'est des récurrents, mais le showrunner permet la cohésion et permet d'avoir une saison vraiment harmonieuse. Ça peut être de dire à un réalisateur non, cette idée de mise en scène ne la fait pas parce qu'on l'a déjà fait dans les épisodes précédents qui sont en cours de montage que tu n'as pas encore vu. C'est des petites choses comme ça, mais c'est surtout s'assurer que l'écriture, l'histoire, les personnages, tout ça soit respecté à toutes les étapes. Et le fait de mettre un scénariste, de l'impliquer du début à la fin, permet d'avoir, je pense, les meilleures séries, les meilleures saisons possibles. Parce qu'il faut savoir que même si on fait des lectures, même si on travaille beaucoup en amont, avec les réalisateurs, avec les acteurs, etc., il y a toujours un moment où il va y avoir une erreur d'interprétation. Il peut y avoir un choix artistique qui est fait, mais qui ne colle pas du tout avec le personnage, qui colle pas du tout avec ce qu'on s'est raconté avec les auteurs. Et moi, en tant que showrunner, je suis là pour m'assurer qu'il n'y ait pas de contresens, surtout. Après, c'est des choix aussi artistiques. C'est des choix pour avoir la meilleure saison possible, la plus cohérente. Moi, je trouve ça super dangereux que le scénario soit complètement mis de côté une fois qu'il est écrit, parce qu'il y a des erreurs, et il peut y avoir des erreurs monumentales. Et voilà, mais c'est peut-être mon côté control freak qui me fait aimer ce métier. Mais je pense que voilà, c'est un métier qui est appelé à se développer. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça demande beaucoup, ça demande de l'expérience, notamment sur le management, notamment sur les expériences humaines, parce que c'est que des expériences humaines, de travailler avec des réalisateurs, des acteurs, des techniciens, costumiers, décorateurs, etc. Et c'est un métier difficile. J'aurais pas pu le faire au tout début de ma carrière de scénariste, parce que je maîtrisais pas du tout. C'est ça, il faut maîtriser toutes les étapes de production. Et tout ça. Ouais. On apprend, on essuie les plâtres. J'ai commencé, c'était pas tout à fait ça, mais moi je me suis senti tout de suite très à l'aise avec dans ce rôle. Dans ce rôle-là, plus que la direction de collection. Parce que finalement, diriger des scénaristes pour qu'ils sortent le meilleur épisode possible, pour faire la meilleure saison possible, c'est moins évident, parce que le scénariste, il a des personnages, il y a une série qui est existante, mais il crée un épisode complet à partir de rien. Et donc il est face à sa page blanche et il faut l'aider. Ensuite, l'acteur, le réalisateur, les techniciens, ils ont comme support le scénario. Le scénariste, il part de rien, donc il faut beaucoup l'aider. Et c'est pour ça que c'est important de les aider. Et le métier de directeur de collection est beaucoup plus difficile que je pensais, mais humainement passionnant. Et comment ça se passe, tes rapports en fait avec la chaîne quand tu dois proposer une série, par exemple? Est-ce que tu proposes des concepts aux producteurs? Comment ça se passe en fait? Alors là, pour une création de série, je propose un producteur, et ensuite on va voir la chaîne. Ouais. Et vous leur apportez quoi à la chaîne? Comment ça se passe? C'est quel type de document en fait pour, on va dire, essayer de les convaincre? Alors, c'est une bible? Je l'ai pas fait souvent parce que j'ai pas créé beaucoup de séries. J'en ai créé une.
Et là, je suis en train d'en créer une autre. Ouais. J'ai surtout travaillé sur les séries des autres. Oui, c'est une bible au début, un concept, des personnages, des petites arches, on va dire. Ouais. Un document de vente pour plaire déjà au producteur. Et ensuite, avec le producteur, on développe un peu plus. Là, sur la série que je suis en train de créer en ce moment, qui est en convention d'écriture, donc c'est pas rien n'est garanti. Je travaille sur 6 épisodes, 2 synopsis assez développés, 4 pitchs, voilà, pour les épisodes, un épisode dialogué. Mhm. Ensuite, la présentation des personnages et les arches. En gros, ça va être ça. Alors, tu parles d'arches, de personnages, mais dans une série, les personnages ne doivent pas forcément avoir une finalité dans leur arc narratif, on va dire. Donc, comment tu développes, comment tu présentes ces arches en fait de personnages ? C'est pas comme dans un film où le personnage va vraiment aller d'un point A à un point B. Dans une série, il faut que ça soit continu. Enfin, il faut qu'il y ait une continuité. Il faut que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc, comment on va dire, tu montres l'évolution de ton personnage sans qu'elle ait une fin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les séries existantes sur lesquelles j'ai travaillé, effectivement, il y a le document d'arche pour chaque saison. Et il faut raconter un peu la destinée du personnage pendant toute cette saison. On le prend, il a déjà existé avant, il va exister après, normalement, des fois il meurt. Et là, c'est vrai qu'il faut raconter un peu son parcours sur une saison. Donc là, c'est d'aller d'un point A à un point B, finalement. Et après, on dit, on va trouver encore autre chose pour la saison d'après. Pour prolonger son histoire. Ouais. Et c'est quoi la différence entre arche de personnage et intrigue ABC, par exemple ? Alors, intrigue ABC, disons qu'il y a, alors, sur une série policière ou une série judiciaire, on va avoir une première intrigue A qui va être l'affaire, en gros, le cas, le meurtre ou le client. Ça peut être, pour une série médicale, ça va être le gros client, le gros patient qui a un problème, et on va le résoudre. Ça, vraiment, je parle pour des séries bouclées. Et ensuite, il va y avoir des sous-intrigues, plus axées sur la destinée romantique d'un personnage. Si la série s'appelle Candice Renoir ou Munch, on a le personnage un petit peu plus en avant, le personnage principal. Mais sur Munch, j'ai fait des petites intrigues, en plus de l'intrigue perso, des intrigues juridiques, des cas qui tenait sur 4-5 séquences, grand maximum. Au sein de la grande intrigue. Au sein de la grande intrigue, puisqu'en fait, Munch, c'est une série d'avocats. Mm-hmm. Donc, il y a une grande affaire et une plus petite affaire, où on peut un peu plus se marrer, où il y avoir un point de droit un petit peu différent. Donc ça dépend des séries, en fait, finalement. Il peut y avoir plus que 3 intrigues, il peut y en avoir 4-5. Le feuilletonnant peut se poursuivre sur 2 séquences, d'un épisode à l'autre. Ouais, d'un épisode à un autre, de continuer une même intrigue, c'est ça que tu veux dire ? Oui, l'arche. Quelqu'un qui rencontre une personne dans le premier épisode. Dans le deuxième épisode, ça va être le passage à l'acte, et puis le troisième épisode, ça va être la rupture. Des petites intrigues comme ça, feuilletonnant, soap, on va dire presque. Ouais. D'accord. Qu'est-ce un bon concept de série pour toi ? Un bon concept de série, c'est une série qui peut durer longtemps, a priori, qui a une patte particulière de son auteur, de son créateur, où il y a vraiment, on reconnaît un peu, un style. Après, il n'y a pas beaucoup, il y a tellement de choses différentes. Il n'y a pas de règles. Puis des fois, on a un bon concept, mais qui ne tient pas la route. Ouais. D'ailleurs, moi, souvent... Qui ne tient pas la distance. Ouais. D'ailleurs, souvent, quand il y a des séries, je ne regarde pas tout de suite les premiers épisodes. J'attends un peu, avant de m'investir, pour voir si ça marche.
que des fois, au bout de 4-5 épisodes, ça marche plus. Ça s'essouffle. Ouais. Ça s'essouffle. Les J'ai pas envie séries, d'investir sur une série pour voir finalement ça marche pas. Ouais. Des séries qui démarrent sur les chapeaux de roue, les high Chapeaux de concept, roue, ouais, tout ouais. ça, c'est Ouais. pas garanti de. J'attends de voir. Et puis il Ouais. y a des gens qui me disent, tu vas voir, les 8 premiers épisodes sont super chiants. Mais Ou après, les ça 8 démarre. premières saisons sont super chiantes, mais tu vas voir, après c'est bien. Je dis, Il y a ouais, bah 52 non. épisodes à te taper, mais après, tu vas voir, Non. les 2 derniers épisodes Non, de la non. dernière saison sont extraordinaires. C'est ça. C'est comme des gens qui disent, au début l'héroïne, tu vomis tout le temps, mais après tu vas voir, c'est super. Ben non. Ouais, pas envie. Pas envie. Est-ce que tu peux nous décrire la structure type d'un épisode de la série Munch ? Combien d'arches, justement, dans un épisode vous devez construire combien de... Alors, tu parlais d'intrigues principales, de sous-intrigues. Mais voilà, combien de... Il y Comment avait. tu structures ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est jamais la même formule C'est d'un jamais la épisode à même un autre ? formule. Bon, il y a un personnage principal, bien sûr, qui est mis en avant. On essaie de donner un peu à manger à tous les personnages. Ouais. Donc parfois, s'il n'est pas très impliqué dans l'intrigue principale juridique, on va lui donner un petit truc à côté. On essaie d'avoir du feuilletonnant à peu près à tout. Il n'y a pas de règle, c'est un petit peu au feeling. Surtout que sur Munch, moi j'avais fait des arches. Et puis d'un coup, le tournage a été avancé de 4 mois. Ah. Donc il a fallu un petit peu accélérer. Du coup, j'ai pas eu certains acteurs. L'acteur Lucien Jean-Baptiste n'était pas disponible parce qu'il tournait au même moment sa série. Il a déjà tes yeux, que je recommande, qui est vraiment très très bien. Il était acteur et réalisateur. Donc on a pu l'avoir 3 samedis. Donc il était super parce que il venait après le tournage le samedi pour tourner ses séquences. Donc j'avais fait toute une arche sur lui, notamment une arche romantique qui est tombée à l'eau. Ouais. Donc ça c'était à peu près 4 mois avant le tournage. Bon. Et puis aussi 1 mois et demi avant le tournage, j'avais un autre personnage qui joue la secrétaire, l'assistante, et qui était enceinte. Donc moi j'avais prévu de la faire tomber enceinte à la fin de la saison. Ouais. Mais là elle était enceinte de 2 mois et demi et elle disait ça commence à se voir. Donc il a fallu tout refaire. Donc Elles sont gonflées quand même. non, mais c'était un peu rock parce que c'était 1 mois et demi avant le tournage, donc il a fallu trouver quelque chose qui fonctionne, qui plaise à la chaîne, qui plaise aux acteurs aussi, et ça a été assez il fallait être très réactif T'es donc obligé de t'adapter au réel alors ? tout le temps. Et en fait c'est ce que je préfère. Ouais. Les imprévus. Les contraintes. Je devrais pas le dire, mais les contraintes. Un petit peu. Là, il y en a eu Ouais. beaucoup. Que ce soit avant l'écriture et quand ce soit pendant le tournage, quand il y a des choses qui fonctionnent pas, quand il y a un acteur qui a raté son avion, quand il y a un acteur qui est malade, quand il y a un décor qui tombe d'un coup, il faut trouver vite une solution. Un tombe, c'est-à-dire Qui s'écroule. littéralement. Sur les comédiens. C'était presque ça. Non, l'expression qui tombe, c'est-à-dire qu'on n'a plus. Ouais. Mais on a eu un problème sur un épisode de Candice Renoir. On devait tourner sur le parvis d'une église. Je me lève à 6h du matin pour aller sur le tournage. J'étais juste à côté de là où j'étais. Et là, j'entends vraiment beaucoup de vent. Beaucoup de vent, une grosse bourrasque. Et on n'a pas pu tourner parce que sur le parvis, on s'envolait. Donc on a dû tourner à l'intérieur de l'église. Ça, c'est des petites choses où il faut être réactif. Ça peut être une réplique, bien sûr, souvent. Ouais. La comédie marche pas, ou les acteurs ne veulent pas. Il faut trouver des solutions pour convaincre ou changer. C'est toujours assez vivant. Il faut être très réactif parce que tout de suite on tourne. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et l'histoire se réinvente tout le temps. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. Un scénario n'est pas gravé dans le marbre. Mais ce qui est bien en fait, c'est que quand on est sur place, quand on est impliqué à toutes les étapes, on comprend pourquoi. Quand on est scénariste et que d'un coup, on est en dehors, on voit, on a fait son scénario, on voit peut-être les rushs, mais on voit une première version dialoguée, une version montée, ouais. On reconnaît rien. On tombe des nues, on dit c'est horrible, je vais changer de métier, ça marche pas du tout. C'est que parfois il y a
il y a tellement de choses des petites choses, mais qui sont accumulées, qui font que le scénario il est adapté par les comédiens, les réalisateurs, la technique, tout ça. Et le fait d'être impliqué, on comprend mieux ce qui se passe. Bah oui. Et on s'associe mieux au changement. On est moins rigide parce que c'est la réalité. Il y a des choses qui marchent pas. Moi, ça m'est arrivé plein de fois en me disant mais c'est qui a écrit cette merde ? C'était moi. J'avais changé, quoi. C'est-à-dire que j'étais passé du côté de la production et je mettais complètement mon ego d'auteur à côté pour dire bon, ça marche pas. C'est le nul. rendu ne marchait pas. Ouais. Voilà, on va changer. Donc du coup, il y a beaucoup d'humilité qui en ressort parce qu'on faut. Le scénario est n'est pas toujours parfait. En tout cas, l'histoire change. L'histoire peut changer au tournage, beaucoup au montage. Et puis aussi un peu même à la post-production, avec la musique, c'est autant d'outils que le traitement de texte ou Final Draft. Quand tu commences à structurer tes épisodes, est-ce que tu développes des outlines sur un writer's board, par exemple ? J'ai habité à New York pendant 20 ans, c'est pas vrai. Quand tu commences à structurer tes épisodes, est-ce que tu développes un fil à fil ou un scène à scène sur un immense tableau dans ton bureau, par exemple, qui est tapissé de post-it ? Comment pour avoir un petit peu une vue d'ensemble de ton épisode ? Comment tu t'y prends ? Alors, d'abord, moi j'écris très souvent en binôme. Donc, après, une fois qu'on a le pitch de l'épisode a été validé, effectivement, on se lance sur un fil à fil. Et c'est ce que je demande aux auteurs, d'avoir un fil à fil, de faire un fil à fil assez plus ou moins sommaire. Il y en a qui écrivent des fils à fil, c'est des séquenciers en fait, pratiquement. Oui, un fil à fil, c'est comme un séquencier. C'est comme un. Non, qu'est-ce qu'il y a dans le fil à fil ? C'est l'étape d'avant, c'est beaucoup plus succinct normalement. C'est quoi ? C'est une phrase par scène à peu près ? Il faudrait, mais c'est souvent un peu plus. Ben oui, parce qu'on a envie d'expliquer un petit peu. Voilà, un petit peu. D'accord. Donc c'est beaucoup plus sommaire, mais c'est quand même pas loin du séquencier, et ça permet d'avoir déjà une première structure assez solide. Là, on peut changer pas mal de choses, et après on passe au séquencier que la chaîne lit. Alors France 2, oui, TF1, non. Moi, j'ai eu cette expérience-là où, à TF1, on est passé directement du pitch à la première version dialoguée chaîne. D'accord. Ce que je trouve un peu dangereux. Bah oui, parce que si vous vous lancez dans l'écriture de tout ce document, qu'il faut tout refaire. Ouais. Oui, parce que d'ailleurs, combien de temps à peu près pour écrire une V1 d'un épisode ? À partir du moment où le pitch a été validé, c'est bon par la chaîne, admettons. Allez, maintenant vous écrivez la V1. Qui fait à peu près je sais pas combien de pages pour un épisode de 52 minutes, 50, 52 à peu près. Ouais. Combien de temps vous devez mettre ? En moyenne 3 mois à peu près. 3 mois à peu près, parce que comme il y a cette étape de fil à fil, moi je demande en gros 2 fils à fil aux auteurs, ensuite 2 versions de séquencier à peu près, 2-3. C'est-à-dire deux versions différentes. C'est-à-dire il donne une première version. Ouais. On dit il faudrait changer ci, il faudrait changer ça. Ok. Ouais. Une deuxième version. Et ensuite 2 versions dialoguées à peu près pour les auteurs. Ça dépend vraiment des séries. Ça prend à peu près 3 mois. Ça peut être plus rapide, hein. Mais idéalement c'est 3 mois parce que le temps que les auteurs aient le temps de lire, d'écrire, moi de lire, de donner mes notes, ça dépend si je suis sur le tournage ou pas, si on a un rendez-vous avec la chaîne, tout dépend, s'il y a des vacances, etc. Mais en gros, 3 mois. 3 mois. Et alors quand vous écrivez en équipe, comment vous écrivez les dialogues ? Est-ce que vous partagez les scènes ou est-ce que vous faites des passes successives chacun votre tour ? En binôme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé d'écrire les dialogues ? Non. L'autre personne les actions ? Moi, sur les séries comme ça de 52 bouclées, chaque auteur ou chaque binôme d'auteurs fait son scénario jusqu'au bout, au moins jusqu'à la V1 ou la V2. Ensuite, moi, je reprends. Mais je sépare pas. Sur des séries plus quotidiennes, il y a vraiment plusieurs équipes parce qu'il n'y a pas le choix. Mais je trouve quand même ça frustrant de faire un séquencier et de ne pas faire un dialogué. Après, il y a des gens qui sont plus doués en séquencier qu'en dialogué, ou l'inverse.
Mais comme souvent je les prends en binôme, idéalement le binôme est complémentaire. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, moi je reprends les dialogués pour affiner en termes de ton. Ouais, c'est ça, pour avoir une homogénéité de ton. Pour ajouter mes petites conneries à moi, mes petites blagues, voilà, parce que j'aime ça. Quand j'ai fait surtout de la comédie, enfin, ou policier comédie ou juridique comédie. Et puis ensuite, il y a toute la phase qui correspond aux demandes de la chaîne, des réalisateurs, des acteurs, de tout ce qui est par rapport au décor, toutes les VDF, quoi. Ça peut prendre du temps. Et ça, c'est moi qui suis en charge de ça. C'est quoi pour toi l'étape la plus difficile dans ton processus d'écriture ? Est-ce que c'est de structurer l'épisode, d'écrire les dialogues, de trouver la trame narrative ? Le plus dur, ça dépend des séries. Je dirais que sur une série comme Candice Renoir, le plus dur c'était de se renouveler dans les histoires personnelles. Parce que je suis arrivé en saison 5 en tant que directeur de collection et producteur artistique. Donc il y avait déjà quand même pas mal de choses qui avaient été faites. Donc il fallait renouveler à chaque fois, notamment l'histoire d'amour impossible forcément entre les deux héros. Ouais. Parce que s'ils se mettent ensemble, c'est la fin de la série. C'est ça. Donc ça, c'était le plus difficile. Et c'est vrai qu'à la fin de la saison 7, je crois que je ne savais plus quoi raconter pour les mettre, pour les séparer. Ce qui me valait régulièrement des injures sur Twitter ou sur Internet, parce que j'étais celui qui voulait pas les mettre ensemble par les fans, les fans hardcore. D'ailleurs, ça c'est une question que je me pose. La série est regardée par à peu près 5 millions de téléspectateurs, c'est ça ? Alors Candice Renoir, oui, 5 millions, voilà. et Munch, ça va jusqu'à 6. D'accord. Du coup, est-ce que toi, justement, quand il y a toute cette audience importante quand même, est-ce que tu fais attention à la réception des spectateurs sur les réseaux sociaux une fois la diffusion de l'épisode il faut en prendre compte, il faut les entendre, et en même temps, il faut surtout pas donner aux téléspectateurs ce qu'ils veulent, parce que sinon, il faut les frustrer un peu. Alors, je les ai pas mal frustrés sur Candice Renoir. C'est un petit plaisir d'avoir ce côté « Ah non, c'est pas vrai, ils ont osé, etc. » De les surprendre. Il faut faire le tri, il faut faire le tri, il faut les entendre, mais il faut rester serein vis-à-vis de ça, parce qu'on peut vite déprimer. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Il y aura tous les avis. L'important, c'est qu'ils soient toujours au rendez-vous, et ça a été le cas. Et pour en revenir sur le truc le plus difficile à faire sur Munch, par exemple, ça a été... c'était très différent d'une série policière, parce que la série policière, c'est en gros un meurtre, quelques fausses pistes, des personnages, et ensuite, on sait qui a tué. Là, une série judiciaire, c'est un client, souvent innocent, d'un crime ou d'un meurtre qu'il n'a pas commis, et comment faire pour le sortir de là. Et ça demande quand même beaucoup de connaissances juridiques, donc je connaissais pas bien. Alors j'avais une consultante. Voilà, il y a j'avais quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui était Marie-Alice Gadea, qui a co-créé la série et qui est une ancienne avocate. Donc je lui demandais régulièrement comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, elle me donnait des conseils. Mais ça, c'était le plus difficile, c'était effectivement comment renouveler le genre d'une série judiciaire sans tomber tout le temps sur l'innocent accusé d'un meurtre qui n'a pas commis, et les avocats vont faire les justiciers, ils vont faire les policiers quelque part, ils vont pour sortir leur client. Donc ça, c'était difficile, et je suis très fier d'un épisode en particulier dans cette saison 3 de Munch où il n'y a pas de meurtre, et ça parle de GPA, et on parle de loi tout le temps. Et ça reste quand même assez haletant, parce jusqu'à la fin, on ne sait pas si la cliente de Munch va arriver à ses fins.
Voilà, c'est vraiment en fonction du genre et de la saison où elle en est, se renouveler. Après l'écriture, ça dépend des épisodes. Il peut y avoir des moments où c'est le pitch qui est le plus difficile. Et puis des moments où il y a... Quand, dès le fil à fil, on a du mal, on va galérer jusqu'au bout. Il y a des épisodes plus ou moins malades. Et on s'en sort. Mais il y a des épisodes plus ou moins réussis qui ont demandé plus ou moins de travail. Il faut rester assez humble. Tout n'est pas parfait. On fait comme on peut. L'important, c'est aussi de divertir les gens. Donc, parfois, ça va être un personnage... à l'intrigue B romantique ou comédie le pas sur, qui va prendre un peu plus le pas. Du moment qu'il y a des bonnes scènes, moi je suis content. Ouais. Parfois quand il y a une putain de bonne scène, ça me fait mon épisode, moi personnellement. Quand tu démarres l'écriture d'un épisode, est-ce que tu as la liberté de choisir la thématique que tu veux aborder, ou alors est-ce que ça t'est imposé par la chaîne par exemple ? Alors non, j'ai beaucoup de liberté en fait. Beaucoup plus que je ne pensais, que ce soit avec France 2 ou TF1. Ouais. Là, on parlait de l'épisode de la GPA, et ça, c'est la première rencontre autour de la série avec moi introduit comme directeur de collection. Il y avait la conseillère de programme, il y avait Anne Vio qui nous a dit si vous voulez parler de la GPA, pas de problème. Clink, moi je me suis dit très bien, t'es pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et on a développé ce sujet-là. Donc parfois c'est la chaîne comme ça qui le propose. Ouais. Sur Candice Renoir, j'ai aussi beaucoup de liberté d'imposer, enfin pas d'imposer, mais de proposer des sujets qui me tenaient à cœur. J'avais envie de parler par exemple du sida, on n'en parlait plus du tout, pourtant ça continue, les contaminations, et j'ai pu en parler c'était en saison 6, sans aucun problème d'homosexualité. J'ai pu parler aussi un peu de raconter un peu mes obsessions, mes envies. J'avais très envie de faire un épisode. J'avais envie de parler de l'année 70, et j'ai réussi à faire un double épisode où Candice Renoir est plongée dans les années 70, façon Life on Mars. Ouais. Et c'était génial, quoi, parce que j'ai pu le faire. Ouais. Pareil, fin de la saison 6, on a fait un double épisode où Candice se retrouve dans la peau d'Antoine et Antoine dans la peau de Candice, façon Freaky Friday. Ouais. Bon, c'est vrai C'était pas forcément prévu. C'était pas forcément prévu. Mais au moins il y a eu. Ouais. On peut prendre des petits chemins de traverse. Et on peut. C'est ce qui est formidable avec les séries, on va dire mainstream, très populaires, c'est aussi qu'on peut raconter des choses un petit peu en contrebande, à travers un personnage très populaire, à travers une série très populaire. Et pour ça, moi, j'ai beaucoup de respect et de plaisir à travailler sur ces séries-là, parce que on peut se faire des choses très personnelles ou très voire audacieuses à travers une série qui est plutôt entre guillemets classique. Voilà. Et oui, il y a toujours de la liberté. Parfois, la chaîne peut dire ah non, ce sujet-là, on l'aborde dans une autre série. Je voulais parler des hommes battus, mais on m'avait dit non, on le développe on l'a déjà développé sur une autre série, mais l'épisode n'était pas encore diffusé, donc je pouvais pas savoir. Mais oui, voilà, la chaîne est là pour nous dire, mais il n'y a pas de censure. Ouais. Non. Bon, tant mieux. Plus de liberté. Est-ce que tu assistes, par exemple, aux lectures du scénario avec les comédiens ? Et qu'est-ce qu'il en ressort à l'issue de ces lectures ? Est-ce que, par exemple, le scénario change beaucoup ? Alors, les lectures comédiens, oui, ça fait partie du processus. Ça dépend. Sur Candice Renoir, parfois, comme on enchaînait les sessions de tournage, on faisait à chaque fois 2 ou 3 épisodes. Il y avait 4 sessions à peu près par an. Parfois, on n'avait pas le temps de le faire parce qu'ils enchaînaient les tournages. Donc ça s'est pas fait tout le temps. Sur Munch, on l'a fait sur les 3 premiers épisodes, mais comme on a enchaîné le tournage de la 2e session, on n'a pas fait. Ce que j'ai appris avec ces lectures, c'est effectivement le comédien qui va rajouter quelque chose spontanément. Et donc du coup, c'est tellement drôle qu'on le rajoute dans la version
def, parce qu'il n'y a pas de version définitive. Hein, c'est toujours en cours. Ça m'est arrivé de continuer à réécrire des séquences entières pendant le tournage. Voilà, ça c'est. Et après, on réécrit pendant le montage. Oui, voilà. D'ailleurs, est-ce que tu assistes au montage ? Oui, absolument. Est-ce que les scénaristes assistent au montage Alors en règle moi, générale ? Ce qu'il faut. En tant que dire de colle et producteur artistique ou directeur artistique. Oui, là, oui. Oui, complètement. Ouais. Avant, non, j'assistais pas au montage. Ouais. Mais parce que tu n'y étais pas invité J'étais simple scénariste et j'étais pas invité. Non. D'accord. Non. C'est-à-dire que si tu avais voulu assister, on t'était pas forcément le bienvenu. Il y a le directeur de collection qui représente les auteurs, qui a priori est là dans son rôle pour ça. Ouais. Mais c'est là, effectivement, quand on n'assiste pas au montage, on peut avoir des surprises. C'est un peu violent, c'est toujours violent le premier visionnage. Même quand on a fait, quand on assiste au tournage, tout ça, le réalisateur peut faire des choix et il dit non, tu m'as enlevé cette séquence, il faut la remettre, elle est importante. Et d'ailleurs, à la fin une fois que le montage de l'épisode est terminé, est-ce qu'il y a une diffusion pour l'équipe avant, une projection pour l'équipe avant la diffusion télé ? Et si oui, est-ce que le scénariste a le droit de dire ah ouais mais là vous êtes éloigné des intentions, il faut remonter, ou non, le scénariste merci t'es gentil, ton boulot a été fait, c'est terminé. Le scénariste il est représenté là aussi par le directeur de collection, donc moi ça m'est arrivé d'aller au montage de Candice Renoir avant d'avoir ce poste de directeur de collection. Mais c'était pour préparer effectivement comment ça allait se passer, comment ça se présentait avec le premier visionnage, comment se déroulaient les rapports entre le showrunner et le réalisateur. Pour en revenir aux lectures, c'est quand même quelque chose d'assez violent, je trouve. Moi je suis pas fan. Il le faut, mais je suis pas fan du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, surtout quand on a écrit le scénario, on se retrouve complètement à poil devant face à son texte. Les acteurs. S'ils sont bien lunés, c'est cool. S'ils lisent platement, tu dis c'est censé être drôle, ça fait flop. C'est quand même assez violent parce qu'on est complètement exposé. C'est nous qui avons créé et on est un peu comme un mec de stand-up qui se retrouve devant un public qui rit pas, quoi. C'est violent. Et d'ailleurs à ces lectures, est-ce qu'il y a par exemple un représentant de la chaîne qui est là pour assister, pour valider, Non, la chaîne n'est pas présente à ce moment-là. À ce moment-là, non. Non, c'est le réalisateur, ou la productrice, le scénariste en chef, dire de colle, comme tu veux. Et puis les acteurs. Et alors du coup, si les acteurs sont pas, on va dire, n'y mettent pas le ton, ne sont pas assez impliqués dans la lecture, et que tu as l'impression que ça marche pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu réécris tout de suite un nouveau dialogue, tu réarranges les scènes, comment tu fais ? S'ils me le demandent... Qui ? Les acteurs ? Si l'acteur me demande, bon ça marche pas, ou alors ça, je vais le dire comme ça... Tu dis oui, ok. Quand ils disent qu'ils comprennent pas, notamment tout ce qui est un peu policier ou juridique, je suis là pour expliquer. Parfois, les acteurs découvrent le texte en même temps, donc ils n'ont pas forcément la présence d'esprit de dire tiens, ça marche pas, etc. D'où la présence sur le tournage est importante parfois. Et puis bon, on n'a pas forcément toutes les solutions à ce moment-là de la lecture. Mais, tu prends des notes du coup sur ce qui va pas ou oui. Ouais. Après c'est plus sur les arches où on dit bon, moi j'ai une fois une lecture assez compliquée avec un des acteurs et qui n'aimait pas du tout son parcours, donc on s'est un peu engueulé et puis on a trouvé des solutions après, mais il y a des moments qui sont des compromis, voilà, chacun y met un peu du sien. C'est comme tout. Y a des batailles qui méritent d'être gagnées, d'être combattues, et d'autres il faut lâcher. Ouais, d'accord. Alors maintenant, on va faire un focus sur la série Munch. Oui. Comment tu es arrivé sur Munch ? Alors, Munch, je venais d'annoncer à l'équipe de Candice Renoir que j'arrêtais au bout de la 7e saison. Et c'était à peu près 1 an avant. Je me suis dit comme ça, on va trouver quelqu'un pour faire la transition. Et je voulais donc terminer la saison. J'avais encore bien 6 mois de travail devant moi. Les tournages, etc., l'écriture.
Et puis, je sais pas, je crois que c'est mon agent qui a dû dire au producteur de Munch, Jean-Sébastien Bouillou, que j'étais libre. Je sais pas comment ça s'est passé exactement. En tout cas, il m'a appelé pour me proposer de reprendre la série Munch. Et j'ai hésité un petit peu parce que je voulais me consacrer à des projets personnels. Puis quand même, c'était voilà, une proposition une offre qu'on ne peut pas refuser. Ah d'accord. Okay. Je vois. C'est-à-dire que non, c'était tout était nouveau. C'est-à-dire que c'était TF1. J'avais pas spécialement envie de travailler pour TF1, mais c'était une opportunité de travailler sur une série pour TF1. C'était une série judiciaire que je ne connaissais pas. Vraiment, mais je connaissais très bien l'une des scénaristes principales. C'était des acteurs de cinéma aussi, quand même. Ouais. C'était autre chose, vraiment. C'était un tournage à Paris. Et puis, voilà, c'était... Donc j'ai accepté. Et d'ailleurs, la série est construite autour de Isabelle Nanty. Oui. Est-ce que Isabelle Nanty, elle s'implique dans l'écriture, par exemple, vu que c'est quand même une actrice... on va dire prestigieuse de cinéma. Est-ce qu'elle intervient sur l'écriture, sur les dialogues ou pas forcément? Pas forcément, non. Elle a lu les textes. On a fait des lectures ensemble. On s'était rencontrés. Il y a des fois, elle arrivait. Elle me disait bon, la scène de la semaine prochaine, je la comprends pas. Elle est trop compliquée. Il faut me la changer. Donc on dit ok, pas de problème, elle avait raison en plus. Elle s'implique sur le tournage. Parfois je venais lui dire bon, faut vraiment dire ça comme ça parce que sinon ça n'a pas de sens. Surtout tout ce qui est un peu technique, policier, polar, juridique. Et tout. Elle était impliquée. Voilà, non, c'était quelqu'un qui travaille beaucoup et c'était vraiment un plaisir de travailler avec elle. Oui, alors comment ça se passe quand tu arrives sur cette série Munch qui existe déjà depuis des années? Comment, en gros, tu te réappropries cette série? Est-ce que tu dois lire tous les documents, la Bible, tout connaître par cœur, la Bible des personnages? Évidemment, je suppose que tu regardes tous les épisodes qui ont déjà été faits avant. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est vrai que c'était assez particulier parce que je n'avais jamais écrit pour cette série. J'avais jamais écrit de série judiciaire. Et donc j'ai un peu tout découvert en même temps. J'ai été aidé. D'abord, j'ai regardé évidemment tous les épisodes. Je me suis un peu documenté, mais j'ai écrit les arches avec l'une des créatrices de la série, Marie-Alice Gadea. Donc on a pu vraiment beaucoup parler. On s'est fait des rendez-vous. On a développé les arches. On a développé un nouveau personnage qui s'appelle Blanche Braque, qui est interprété par Marie-Lou Berry. Donc là, ça a été ma façon de m'approprier la série en créant ce nouveau personnage qui allait être un personnage qui allait mettre un petit peu, entre guillemets, la zizanie dans le cabinet d'avocat. Et c'est vrai que oui, c'est une immersion totale, en fait, de regarder. Et puis en plus, ça, vraiment, c'était les avocats, les juges, les procureurs. Voilà, j'ai lu beaucoup de bouquins, etc. Et je me suis appuyé beaucoup sur Marie-Alice, qui était... ma co-auteure, qui a écrit les arches avec moi et qui était ma conseillère juridique en permanence. Donc voilà, c'est une façon pour moi, ça a été une façon de m'immerger dans la série. Ensuite, tout s'est fait très vite puisque on a appris fin janvier qu'on tournait finalement, au lieu de tourner en septembre, on tournait au mois de mai. Donc, ah oui, d'accord. On a été encore au pitch des premiers épisodes, donc coup de turbo. Un tel acteur n'est pas disponible, ok, on va changer. Donc ça a été un travail assez intense. Ouais. Donc, en plus, j'ai terminé Candice Renoir en même temps, donc les journées étaient bien remplies. Il faut y aller à fond. De toute façon, il y a des deadlines, il y a des dates de tournage, donc on n'a pas le choix. On avance. C'est assez excitant d'ailleurs, parce que du coup, mais il faut quand même, voilà, il faut plaire à la chaîne, Non, c'était énormément de travail. Je ne sais pas comment j'ai survécu. Et comment se passe concrètement ton travail avec la production, le diffuseur? Qui lit quoi? Qui fait des retours? Et comment sont faits les retours d'ailleurs? Ce sont des notes de développement rédigées par le conseiller de programme? Alors, donc la chaîne, par exemple TF1 lit donc les pitchs et ensuite les versions dialoguées.
souvent elle appelle le producteur pour dire voilà, en gros, elle donne voilà son les- avis et on fait un rendez-vous dans la foulée. Il n'y a pas de fiche. Ouais, y a pas de j'ai pas de notes fiche écrites de lecture. Non, Non. c'est un rendez-vous, donc on sait à peu près s'il y a des problèmes, etc. Donc j'anticipe un petit peu. Et ensuite c'est au rendez-vous, on parle, on trouve des solutions, etc. Et ça met combien de temps ça quand on vous fait un retour sur votre version, c'est-à-dire la continuité dialoguée, Ouais. et que vous repartez en écriture pour aboutir à ce qu'ils veulent? Combien de temps de travail? Tout dépend de si le tournage est tout de suite ou pas. Oui, il faut. Mais dans les deux cas de figure, TF1 ou France Télé, moi j'ai trouvé des conseillères de programme qui étaient très réactives, qui mettaient pas 3 semaines à répondre Eh oui. parce qu'il y a le tournage. Eh oui. Voilà. Donc ça c'est l'avantage. C'est l'avantage. Alors, on assiste aujourd'hui à un bouleversement de l'écosystème des séries françaises avec l'arrivée des plateformes comme Netflix, évidemment. Il y a certains professionnels qui ont très peur, d'autres qui parlent d'un âge d'or qui démarre pour les scénaristes. Quel est ton point de vue sur l'arrivée de toute cette plateforme? Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a du pour et du contre? Ou est-ce que c'est une aubaine? Est-ce que c'est... Ça fait plus de travail pour les scénaristes, donc déjà Il y a c'est du génial. positif alors? Ouais. Ouais. Moi, je connais pas encore le travail avec les plateformes. J'ai l'impression que peut-être au début, peut-être moins maintenant, il a manqué parfois un contrôle du diffuseur, enfin en tout cas du responsable. du responsable, enfin celui qui va Ouais. diffuser finalement. Ouais. Netflix, c'est une sorte de diffuseur. Ouais. Il y avait un petit peu moins de retour sur l'écriture, et j'ai l'impression parfois que ça se voit dans certaines séries qui sont un peu... S'il manque une petite rigueur, peut-être de... On veut Marseille- faire du volume. Marseille, je trouve pas ça génial, par exemple. Ouais, Je me dis, tiens, ils ont peut-être eu trop de liberté. ouais, comme quoi. Alors, je devrais pas dire ça, mais parfois Oui, les oui, mais contraintes Bien sûr, il faut qu'il y ait... permettent d'avoir un... Il faut un chose de plus encadrement. resserré, peut-être. Ouais, un encadrement. Voilà, mais je pense que ça a changé depuis. Mais ce sont des consommations différentes. L'important pour une plateforme, c'est le clic, c'est que les gens reviennent, peu importe s'ils aiment ou pas, à la limite, presque. Il faut faire du volume, du volume, du Ouais, clic. ouais. Sur une chaîne commerciale comme TF1 où il y a des pubs, il faut que les gens restent. Donc qu'il y ait une relance à chaque fois, donc qu'il y ait une sorte d'addiction pour qu'ils reviennent, Ah oui, qu'ils tiens. consomment de la pub. D'ailleurs, ça, quand vous écrivez un épisode, oui, il y a une coupure pub au milieu, c'est ça? Enfin, est-ce que vous prenez en compte justement est-ce que vous savez à quel moment de votre écriture il y aura une coupure pub entre guillemets? Non, c'est c'est eux jamais là où on imagine d'ailleurs. Ah d'accord, mais Ouais. vous essayez de Je vais prendre voir ça en compte. ce soir d'ailleurs, je vais découvrir ça Non dans mais Munch parce en que ça c'est direct. intéressant, peut-être que vous essayez de créer une sorte de cliffhanger avant une coupure pub pour que les gens restent Oui. au bout de 20 minutes, 25 minutes, Mais c'est pas calé comme aux États-Unis où c'est pas... Ouais d'accord, il y a, ok. vraiment un fin d'acte et hop. Avant c'était une sorte de fondu en noir Oui voilà, et hop, c'était le moment de mettre la pub. Non, Ça en peut fait, être on sait jamais. c'est aléatoire quoi. Même C'est aléatoire. au milieu d'une scène parfois, j'ai vu Ah ouais, ça. Bah, dis donc. Qu'est-ce que c'est Ouais, que ça non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette formule d'acte qui vient des États-Unis, où à la fin de chaque acte, il y avait un espace publicitaire, Ouais. ça a permis de structurer un récit. Et du Ouais. coup, moi, je garde cette construction en 4 actes pour en fait finalement avoir assez de rebondissements, même si je sais qu'il n'y aura pas de pub forcément à la fin de cette fin d'acte avec un petit cliff, un petit rebondissement qui relance l'intrigue. Ça, à mon avis, la pub ne s'insère pas à ce moment-là, mais ça permet de dire voilà, est-ce qu'on a assez de relance, assez de rebondissement et voilà. D'ailleurs, dans un épisode, il faut incorporer combien de relances? On peut en faire plein finalement. Ouais. Non, mais peut-être pas trop. Enfin, pas trop. une overdose. Je sais pas, c'est de l'ordre de 2 relances, 3 relances ou. Je dirais 3-4. Ouais. 3-4. En tout cas, ouais, Ouais. il faut s'imposer toujours une sorte de, ce Sinon, rythme-là, quoi. C'est cette structure, quoi. Sinon, on risque d'être un peu linéaire et de. Ouais. Il faut qu'il y ait. Non, il faut surprendre et rebondir et Voilà, et si voilà. Mais moi, je le vois des fois.
je regardais un épisode que j'avais écrit de Munch, et je dis mais ça n'en finit pas, il y a trop de rebondissements. Et j'ai l'impression que ça s'éparpillait un peu vers la fin. Mais ça, c'est parce que je vois que les défauts après, quand c'est fini. Mais il n'y a pas de règle du moment que l'histoire se tient et qu'on a envie de voir la suite. On peut en faire autant qu'on veut, je sais pas. J'ai pas de religion là-dessus. Est-ce que quand l'épisode est diffusé, tu as on va dire des informations sur l'audience où tu sais par exemple qu'à tel moment de l'épisode l'audience a chuté ou alors justement l'audience a grimpé, et est-ce que par exemple aussi tu suis en direct sur Twitter les réactions des spectateurs à ton épisode, est-ce que tu suis tout ça? Alors, il y a, on reçoit le lendemain les courbes d'audience, Ouais. où on voit effectivement si c'est stable ou pas, ce qui est important. Moi, j'ai jamais réussi à savoir si effectivement il y avait un décrochage par rapport à un épisode. Pour l'instant, je touche du bois. Ouais. J'ai pas eu des gros décrochages dans un épisode. Je sais qu'il y en a eu sur d'autres séries. Notamment une série qui s'appelait Les Hommes de l'Ombre, c'est ça, où les gens sont arrivés sur le premier épisode de la saison 3, il y a eu une fusillade, et les gens sont partis. Ah. Voilà. Ils n'ont pas eu envie de voir ça. Voilà, Ah oui. je connais pas le détail, mais voilà. Ça, c'est un vrai décrochage, ça se voit. Non, ce que je peux voir parfois dans les courbes, c'est qu'il y a un peu plus de téléspectateurs d'un coup. Et en fait, c'est parce qu'il y a une coupure pub sur TF1. Donc les gens zappent pour voir un peu ce qu'il y a sur... sur l'autre chaîne, ouais. Malheureusement, on ne peut pas prévoir ce qu'il y a au même moment. Ouais. Donc on aurait mis une bonne scène de sexe ou un truc important. Mais là, on ne peut pas savoir. Ça, on ne peut pas savoir. Ouais. Ça, c'est impossible à savoir. Et donc, tout ce qu'on peut nous dire, c'est que voilà, si les gens sont venus et ils sont restés. Et les réactions, ah oui, à fond. Twitter, Facebook, je regarde. C'est vraiment, je trouve, notre plaisir. C'est génial depuis que ça existe. C'est quand même assez récent. Et de voir les réactions des gens, Est-ce que notamment quand il y en a 3-4 qui relancent, qui sortent une réplique qu'ils ont adorée. Ouais. Et là, quand c'est toi qui l'as écrite, t'es petite fierté. C'est ton applaudissement à toi, quoi. L'équivalent du comédien de théâtre qui applaudit, l'éclat de rire. Pareil, dans les projections au festival, moi j'adore ça, de voir un peu les réactions des gens. Et donc j'écoute, et quand ça rit, c'est formidable. Ouais. C'est surtout quand ça rit finalement. Oui, c'est que ça marche. Ouais. Est-ce qu'il y a par exemple des hashtags de la série sur Twitter Oui. Du coup, est-ce que tu tapes des fois des trolls qui arrivent et qui disent ah, c'est nul, c'est à chier. Alors, oui, je regarde Twitter avec le hashtag Candice Renoir. Ouais. Par exemple, donc là, on a les réactions en direct. Le hashtag Munch, c'est plus compliqué parce que finalement, Munch, ça veut dire aussi manger, bouffer. Il y a le peintre, Munch. Donc, je vais voir ce soir, là, pour la première fois, les réactions Twitter. J'espère que le hashtag marchera bien, que j'aurai pas que des trucs sur la peinture. Mais effectivement, on croit qu'il y a des trolls, des haters. Ça fait partie du jeu. Oui, ça fait partie de Twitter. Surtout, oui, ça fait partie de Twitter. Alors, j'ai 2 dernières questions à te poser, Marc. Sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu peux nous révéler tes projets? Alors, du coup, en fait, j'ai arrêté Munch. Ouais. Voilà, j'avais envie de... En fait, on m'avait proposé autre chose. On m'avait proposé d'écrire une saga en genre 4 mois pour tourner tout de suite. Donc une saga de 6 épisodes, une saga d'été. Donc j'ai accepté, et puis finalement c'est tombé à l'eau. Donc j'avais dit à la production que j'arrêtais Munch. Moi j'allais pas dire je reviens. Il avait trouvé quelqu'un d'autre, donc voilà. Mais c'était pas plus mal, parce que comme ça, je me suis dit je vais pouvoir enfin me consacrer à mes projets personnels. Ouais. Donc là je suis en développement, donc sur 2 projets. 2-3 projets, il y en a une qui est en convention d'écriture. On va voir si ça va jusqu'au bout. Ça veut dire quoi ça, en convention d'écriture? C'est que la chaîne a dit ok, ça nous intéresse, écrivez-nous une Bible. C'est-à-dire que tu leur avais fourni quoi au départ? J'avais fourni
un synopsis d'un épisode pilote. D'accord. C'est combien de pages, ça, un synopsis? J'avais fait sur 6-7 pages. Si c'est vrai, Voilà. ok. Pour un pilote, Mhm. éventuellement. Et ça intéressait France Télé, qui nous ont dit, bon, on va en faire un 6x52, ce qui était mon plan au départ. Ouais. Mais je suis rentré comme ça par la petite porte. Et à partir de là, on m'a demandé d'écrire donc le synopsis des 2 premiers épisodes, dont un qui sera au dialogué, une version dialoguée, les pitchs des 4 autres épisodes, Ouais. les personnages, les arches, voilà. Il n'y a pas de règles, mais bon, c'est à peu près ça, quoi. D'accord. Et je pense que ça va faire 15-20 pages à peu près, enfin plus l'épisode dialogué. Et puis on verra si ça plaît. Voilà. Ça marche. Donc ça c'est le projet le plus en cours, en Ouais. tout cas. Et j'ai des projets de séries en costume, Ouais. mais post Seconde Guerre mondiale, donc Ah oui, du d'accord. récent. Ok. Voilà, dont un projet avec les Américains, mais bon, ça reste encore très comme ça. C'est en projet. quoi. C'est en projet, C'est en projet. exactement. Eh bien, ça marche. Et toute dernière question, Marc, si tu avais un conseil clé à donner à un jeune scénariste qui souhaiterait devenir, de travailler sur une série télé, ce serait quoi, voilà? Un jeune scénariste qui voudrait Bon, travailler sur une série télé. Série télé, déjà d'avoir un peu de vécu, de vivre des choses, de Ouais. pouvoir apporter des choses personnelles, parce que je pense qu'au plus, normalement, hein, plus Ouais. on vieillit, plus on a des choses à raconter, et plus on devient meilleur scénariste. Donc je pense que pour un jeune scénariste, il faut qu'il vive des choses, qu'il apporte ce vécu dans les séries sur lesquelles il va travailler, ou de pas d'apporter son expérience personnelle. Moi, en tout cas, c'est ce que je recherche chez les auteurs, chez les scénaristes. C'est ou leur expérience en tant que scénariste, ou leur expérience personnelle, leur univers, parfois leur névrose, qui m'apporte quelque chose que moi je n'ai pas, parce que finalement je peux pas tout écrire. Et je trouve que les auteurs sont là pour apporter du leur, même si c'est des commandes, même si c'est des séries d'autres. Et on peut s'approprier et faire des choses personnelles sur une série de commandes, une série encore populaire. On peut apporter plein de choses. Donc c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de vivre des choses et de pouvoir les partager. Et puis sinon de travailler beaucoup, de rendre les textes à l'heure, de pas faire de fautes d'orthographe, et d'être toujours enthousiaste, parce que c'est un métier où on est souvent démoralisé, où on peut... moi j'ai plutôt du succès en ce moment, mais ça peut retomber du jour au lendemain. Rien n'est acquis. Il faut toujours... on recommence à zéro à chaque fois. C'est pas parce qu'on a eu un petit succès que ça va nous faciliter la chose, la vie. Souvent, c'est pas le cas. Donc il faut être humble et bosser et être toujours enthousiaste. C'est pas évident, mais on y arrive. Eh bien écoute, merci beaucoup Marc pour cette interview. Voilà, continuez à lire et à écrire des scénarios et bien sûr à regarder des films, des séries télé, et rendez-vous dans un prochain numéro de Secret de Scénariste. Ciao. Au revoir. Voilà, nous espérons que ce nouveau numéro de Secret de Scénariste vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la Guilde. Vous y trouverez régulièrement de nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au métier du scénario en France. Allez découvrir également le site internet de la Guilde, où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français, ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films, des analyses thématiques sur le cinéma sur ma chaîne YouTube The Film Talker, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, Secret de Scénariste, c'est terminé. À très bientôt.